Ta petite vasse au chaud si tu as besoin. Oui, très chaude. Trop chaude. Aujourd'hui, Humain, je te partage une conversation sans masque avec une personne comme toi et moi qui nous parle d'elle-même et de son histoire sans filtre. Alors je te préviens, le sujet du jour est difficile parce qu'on parle de violence conjugale et de tentative de suicide. Donc si tu te sens concerné par ça ou si tu as eu des proches qui étaient concernés par ça et que tu te sens pas prête ou prêt à t'exposer à ce genre de témoignage, je t'invite à ne pas regarder cette vidéo ou à ne pas le regarder seul. Tu vas voir, dans ce format d'échange, il y a une personne, donc ici pour aujourd'hui c'est Julie, qui nous partage un bout de son histoire, et moi en tant que psychologue, je vais de temps en temps intervenir pour les moments psy où je vais expliquer certains concepts qu'elle utilise. Je l'ai pas fait à chaque fois, il y a notamment un moment où elle parle de l'emprise et je me suis dit sur le moment que ce serait trop long d'en parler là dans cette conversation, donc j'ai décidé de consacrer une vidéo spécifique qui sortira dans les semaines à venir sur l'emprise. Donc si jamais c'est un sujet qui t'intéresse, n'hésite pas à me le dire en commentaire et à me dire aussi tes questions. Comme ça, je pourrai y répondre directement dans la vidéo. Avec Julie, on espère vraiment que ce témoignage va pouvoir t'aider dans ton propre cheminement, que aussi peut-être tu vas te sentir moins seule, peut-être aussi que tu vas te sentir moins folle, moins fou, que tu vas mettre des mots sur ton expérience, que tu vas mieux comprendre ce qui s'est passé pour toi ou pour une proche ou un proche à toi. Si ce témoignage t'aide ou en tout cas il t'a fait prendre conscience de quelque chose, n'hésite pas à nous faire des retours. Ça nous fera très plaisir de savoir si ça a pu vous apporter quelque chose et je pense vraiment que ça va être le cas. Un grand merci à Julie pour son témoignage et son partage à cœur ouvert. Et merci à toi de regarder cette vidéo et de prendre ce temps-là avec nous. Bienvenue dans Conversation sans masque, où aujourd'hui, tu vas découvrir l'histoire de Julie. Je voulais te demander comment tu te sens là pour cette interview. Ça va, petite pointe de stress, mais plus face à l'inconnu. Mais c'est plus, voilà, en amont que ça m'a un peu travaillé, mais ça va. Ça va. Bon, en tout cas, si jamais je te pose des questions, t'as pas envie de répondre, tu peux ne pas répondre, il n'y a aucun souci. Okay. Tu verras, de temps en temps, je noterai des trucs, c'est juste pour que moi, j'oublie pas de te répondre si ça me fait penser à des trucs. Voilà, parce que parfois mon cerveau, il peut oublier des choses, donc sur des choses sur lesquelles j'ai envie de rebondir. Ok. Et puis pour commencer, j'avais quand même envie de te demander de te présenter, de nous dire un petit peu qui tu es. Donc je m'appelle Julie, ça tu le sais. Mais les personnes qui nous regardent et nous écoutent ne savent pas. Donc voici Julie, voilà, Julie. Enchantée. J'ai bientôt 39 ans. Je suis maman d'un petit garçon de 8 ans qui s'appelle Gabriel. Je suis coach pour les entrepreneurs et les indépendants. Donc ça veut dire que je les accompagne surtout sur tout ce qui est confiance en soi, sur tout ce qui est syndrome de l'imposteur, toutes les peurs qu'on peut avoir quand on est à son compte, mais également sur tout ce qui est vision de l'entreprise, pourquoi on se lance, où est-ce qu'on veut aller, et surtout comment communiquer par rapport à qui on est et par rapport à où on veut aller avec notre entreprise. Donc je les accompagne par rapport à ça, et j'ai aussi un volet massage du ventre. J'ai commencé par ça, donc le Chi Netsan, qui est un massage du ventre, que j'utilise beaucoup en développement perso, parce qu'au final, quand on masse le ventre, on va aussi chercher dans la sphère émotionnelle pour aller travailler sur la confiance en soi, les peurs, le stress, les angoisses, tout ça. Ok. Donc voilà, grosso modo, ce que je fais. Ok, là tu m'as parlé de ton pro. Oui. Et est-ce que tu parles perso, c'est comme pareil que t'es maman. Oui. Est-ce que tu pourrais nous dire, je sais pas, 2-3 petites choses sur trait caractère ou des choses En faisant un diagnostic pour mon fils, auprès d'un neuropsy, on a fait un diagnostic TDA, TDAH. Donc en faisant son diagnostic à lui, j'ai vu que j'avais quand même quelques traits TDA. Donc hypersensible, je le savais déjà. Donc c'est vrai qu'il faut apprendre à jongler aussi avec ses particularités, se connaître, savoir comment s'organiser en fait au quotidien et voilà la particularité, surtout voilà, hypersensible, à jongler entre le trop de stimuli, trop de trop. Et donc je peux fatiguer facilement, donc c'est plus ça aussi un peu un trait de caractère où je vais vouloir sortir et tout, puis d'un coup non, on rentre, j'en ai marre, on me laisse tranquille, je me mets dans ma bulle. Donc ce côté où des fois on a l'impression d'être un peu bipolaire, ou un peu les émotions qui font ça, mais voilà ce qui pourrait me caractériser. Même si avec l'âge, vu que je me connais mieux, c'est moins prononcé puisque j'arrive aussi à anticiper mes besoins. Mais voilà ce qui pourrait me caractériser aussi, voilà.
Et ça t'a... Pardon, excuse-moi. J'aime bien faire plein de choses, toucher à tout aussi. Faut me suivre aussi des fois. Plein de créativité. Oui. Ouais. Oui. D'envie, d'idées. C'est ça. De projets. Oui, ça déborde. Ouais. Je comprends, je connais. C'est ça. Et je voulais te demander, alors je sais que c'est pas le sujet de notre conversation, mais comme pour les personnes qui nous regarderaient pour la première fois, moi j'aime bien avoir des conversations spontanées aussi, et donc au fil de la discussion, je vais pouvoir poser les questions qui me viennent à l'esprit. Et du coup là, comme on est parti sur le TDA et que c'est aussi une de mes spécialités, si je puis dire, dans mes accompagnements, je voulais te demander, parce que c'est une question qui revient souvent et qu'on peut avoir aussi parfois des stéréotypes, des préjugés par rapport à ça. Le fait de toi d'identifier ça et de savoir qu'il y a un TDA, en quoi ça a changé quelque chose pour toi? C'est vraiment une meilleure compréhension surtout de moi et du coup des personnes qui m'entourent parce que voilà, mon fils est TDA aussi, ça me permet de mieux le comprendre. Mais surtout une meilleure compréhension de moi et de gérer au mieux mon quotidien où je sais que quand j'arrive pas à être concentrée, c'est ok et je suis plus indulgente envers moi-même en fait. Plus de bienveillance envers moi-même où voilà, s'il y a de la fatigue, j'apprends aussi à me reposer, mais c'est pas forcément du repos à dormir, c'est juste couper les distractions et se mettre un peu dans une bulle et aller marcher ou voilà. C'est vraiment plus l'indulgence envers soi-même, la bienveillance et se respecter son rythme. C'est plus ça que ça m'a appris au final. Je trouve ça super intéressant de pouvoir l'évoquer parce que parfois on dit ouais, t'as besoin d'avoir une étiquette et tout, mais en fait, en fait non, il y a des choses derrière qui sont un peu plus profondes et ça aide beaucoup dans la vie de tous les jours. C'est ça. Comme je dis, voilà, j'ai fait diagnostiquer mon fils pas pour qu'il rentre dans une case, mais pour qu'il se comprenne lui aussi, qu'il sache comment il fonctionne et pouvoir en fait optimiser en fait ce fonctionnement qui, c'est juste un fonctionnement en fait. Ouais. C'est d'optimiser ça, d'avoir effectivement, il y a peut-être des handicaps pour certains trucs, mais par contre pour d'autres choses où on peut être hyper focus aussi et très productif et très créatif aussi par moment. Donc voilà, il y a des avantages aussi, il faut les voir. Oui. Il y a les deux, quoi. Oui, pas c'est forcément des inconvénients et des difficultés. Mais comme pour tout le monde, en fait, qu'on soit TDA, HPI ou pas, enfin voilà, il n'y a pas de... Juste pour l'expliquer aux personnes qui nous regardent, c'est le petit moment psy. Je vais faire de temps en temps comme ça des petits moments psy. On parle de TDA depuis tout à l'heure, mais on n'a pas dit ce que c'était. Du coup, TDA, c'est trouble déficitaire de l'attention, et peut-être vous connaissez plus avec le TDAH, qui est trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité. Et donc là, avec le TDA, on n'a pas la dimension hyperactivité, et donc c'est un trouble du neurodéveloppement qui fait partie des neuroatypies, où les personnes naissent avec ça, et donc c'est un fonctionnement, comme tu disais, qui est différent de la norme. Et dans le TDA, donc on est tout ce qui va être sur l'inattention, des difficultés à se concentrer, comment on dit ? Sélectionner. Ouais, merci. Sélectionner les stimuli extérieurs qui peuvent venir à nous et aussi intérieurs. Et puis, comme tu disais, il y a aussi ces moments où on peut être à l'inverse super concentré sur quelque chose, ces moments d'hyper focus. C'est notamment sur des choses en général qui nous intéressent plutôt bien. C'est ça. Donc voilà, si vous avez des questions sur ce sujet, vous pourrez ensuite les poser en commentaire et les poser aussi à Julie si vous voulez savoir un peu comment ça fonctionne dans la vie de tous les jours. Par rapport à aujourd'hui, ce dont tu souhaitais parler aujourd'hui, est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu plus sur ce dont tu voulais partager aujourd'hui ? Oui, je suis arrivée à un stade de ma vie aussi où j'avais envie, surtout le besoin, de partager mon expérience où, quand j'avais 20 ans, j'ai vécu des violences conjugales. Et je trouvais ça en fait important de pas ressasser en fait le passé, dire ouais, il s'est passé ça. C'était juste surtout pour faire comprendre qu'il y a effectivement tout un parcours, mais que c'est un beau parcours et qu'on se définit pas juste à ces événements et il y a un avant, un après, mais l'après est souvent beaucoup mieux que ce qu'il aurait pu être sans tout ça en fait. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu, en rentrant dans les détails que toi tu as envie de rentrer,
ce que tu as vécu en termes de violence conjugale et peut-être pour les personnes aussi qui regardent et qui écoutent et qui ont déjà entendu ça mais qui savent peut-être pas trop ce que ça veut dire. Vous en parlez un peu plus? Ouais. Donc j'avais 19 ans quand je l'ai rencontré. On était tous les deux à une période de nos vies où on était un peu paumés, voilà. Donc on s'est retrouvés entre deux paumés. Et très charmant, attentionné, à faire des petites attentions. Petit déjeuner au lit, un petit cadeau pour ma fête, enfin voilà, très attentionné. Mais comme à chaque fois, insidieusement, voilà, il y a des choses qui sont venues, violence psychologique, surtout du chantage au début, des pics de colère. Beaucoup de caprices, voilà, pour des broutilles. Des exemples où on fait du canoë, il me gueule dessus parce que je rame mal, enfin voilà, des choses comme ça. Des petites choses. Puis bon, quand on est jeune, on se dit bon, c'est normal, et puis bon, c'est mon premier amour, voilà. Donc on a continué la relation, on a commencé à sortir ensemble en mars. En octobre, on emménage ensemble. Et c'est là où ça a vraiment dégénéré, où lui, pareil, il a eu son indépendance, il vivait en autonomie, il s'est mis à fumer aussi beaucoup de cannabis, dès le matin, enfin voilà, c'était vraiment à outrance. Et pareil, beaucoup de violences physiques, j'étais bonne à rien, j'étais feignante, ça revenait régulièrement. Du chantage aussi au sexe, où des fois j'avais pas envie et du coup il le prenait mal, il me fait si ça tu vas finir dehors, voilà. Puis un jour il avait perdu un magazine, il me demande où il est, je dis j'en sais rien, écoute voilà. Ça l'a énervé, il m'a plaqué contre le mur, levé le poing, m'a pas frappé mais voilà pour une broutille. Au final le magazine il l'avait laissé dans la voiture et c'était pas, voilà, je croyais que je l'avais planqué. Donc ça, c'était la première scène de violence. Les violences psychologiques ont continué, enfin voilà, toujours à rabaisser en fait, à remettre en question tout ce que je disais. Sortir seule avec une copine, c'était crise de jalousie aussi. Il y a eu un vrai viol aussi, je dis vrai parce que le chantage au sexe, c'en est... c'est considéré comme tel aussi. Sexuelle, ouais. Voilà. Il y a eu un vrai viol avec violence aussi. Et une scène en question où c'était un samedi en février où pareil, il avait encore perdu quelque chose, il a mis ça sur mon dos encore parce que je l'avais planqué. Et là, effectivement, sans trop comprendre comment, pourquoi, je me suis retrouvée par terre avec lui par-dessus moi qui essayait de me saisir la gorge. Voilà. Et c'est surtout ce qu'on voit dans son regard à ce moment-là où on se dit je vais y passer. Ouais. Donc il y a eu un moment où en fait j'ai pété son collier, ça l'a fait revenir à lui. Et, donc ça c'était le samedi, et le mercredi je signais le bail de mon appart. Donc voilà, ça n'a pas duré longtemps en soi quand on compte en mois. Les scènes de violence n'ont pas été nombreuses, mais les dégâts ont été là. Où voilà, je suis partie, il m'a suivie, il m'attendait devant chez moi. Il a perdu son boulot, il s'est fait embaucher dans la boîte où je bossais. J'ai fait comme majorité de femmes aussi, je suis revenue avec lui quelques jours, je suis vite repartie. Et puis, pareil, il m'a harcelée, il me disait qu'il allait se suicider, tout ça. Au final, c'est moi qui ai fait une tentative de suicide en mai qui a suivi. Et puis, c'est à partir de là où il y a eu un déclic aussi. J'ai eu une obligation d'avoir un suivi psy et là j'ai eu un déclic de ok. Comme on dit souvent, on a vraiment besoin de toucher le fond pour pouvoir rebondir. Donc voilà, les événements, je suis assez transparente là-dessus. Enfin voilà, j'ai pas. Voilà, ça s'est passé. Et puis. Et donc là, dans ce que tu écris, il y a quelque chose de progressif aussi. Oui. Ça s'insinue vraiment. Puis, voilà, pour m'être renseignée aussi sur le sujet, j'ai bien vu que c'est pas parce que non plus on est jeune qu'on a été aveugle, c'est aussi parce que la personne nous dit qu'elle nous. Enfin, voilà, il me disait qu'il m'aimait, que sans moi, il continuerait pas. Enfin, voilà. Quand la personne en face nous dit qu'il nous aime et tout, bon, il m'aime, il va peut-être changer. Mais non.
Ouais. Mais non, mais oui, ça s'insinue vraiment tout doucement. Et puis, il y a une emprise aussi où j'ai vraiment vécu le truc comme une sensation où il me pompe toute mon énergie, en fait. J'ai l'impression que tout ce qui fait qu'on se sent plein et vivant, en fait, j'ai l'impression qu'il va pomper tout ça progressivement. Et comme insérer un poison à la place. Et c'est vraiment cette sensation de vide qu'on ressent quand on sort de ça. C'est vraiment d'être une coquille vide, d'être perdu son âme, en fait. D'être morte à l'intérieur, en fait. C'était vraiment ça que je ressentais à ce moment-là. Une fois que tu es sortie de ça ou pendant aussi? J'en ai pris conscience après. Où j'étais en mode automatique. J'avais plus de plaisir à rien. Puis même dans l'année, 2-3 années qui ont suivi, à retrouver goût à la vie, en fait. À reprendre pour des plaisirs simples, vraiment un vide. Je sais pas comment décrire ce vide intérieur. Ouais. Et là, ce que tu évoques, moi, ça me fait penser à la première phase de love bombing. T'as parlé de l'emprise aussi. Donc, ce serait de première phase dans la rencontre où on te donne plein d'attention, on te donne de l'amour, de l'affection. Est-ce que t'as la sensation qu'il y a eu cette phase-là première ou pas forcément? Peut-être pas beaucoup d'attention, beaucoup d'amour, mais beaucoup d'écoute et de compréhension, vu qu'on était tous les deux paumés à ce moment-là, perte de repères par rapport à la séparation de nos parents. Enfin, moi, il y avait eu pas mal de changements dans niveau familial à ce moment-là. Et c'était plus l'impression de trouver quelqu'un qui me comprenait, et on vivait les mêmes choses au même moment, et on s'est juste retrouvés. J'allais dire soutenir, mais même pas, juste être compris en fait par quelqu'un qui vivait les mêmes choses en fait. C'était plus ça, love bombing, je sais pas trop où il y a eu des petites attentions, mais c'était pas non plus trop. En fait, c'était tout l'un, tout l'autre. Il y a des jours où il était très prévenant, très, très intentionné, puis après il pouvait me snobber et En fait, c'est pas tellement le fait qu'il est venu combler un manque affectif, mais plutôt vous étiez peut-être dans un état de vulnérabilité. Et le fait de se sentir comprise, peut-être moins seule. Ouais. Enfin, tu me dis, hein, comment tu l'as ressenti. Dans les mois qui ont précédé, moi, j'avais comme pour rêve, c'est pour expliquer en fait. J'avais le rêve d'aller faire un an d'études aux États-Unis. J'ai fait la fac exprès pour ça. Je devais passer un examen d'anglais pour partir. J'avais la dernière date et la veille, l'examen était annulé. Donc, tout mon rêve s'est écroulé. Mon père, avec qui j'avais plus de contact, a repris contact et ça m'a beaucoup chamboulée. Ma mère s'est mise en ménage au même moment. Donc en fait, il y a eu un cumul de choses je savais plus où j'allais en fait. J'avais plus de repères et ça, avec le recul, je me rends compte que j'ai pas forcément fait des bons choix à ce moment-là, mais je me rends compte que c'était juste une gamine paumée en fait qui essayait d'avancer. Et puis lui, c'était pareil en fait. Ses parents étaient en plein divorce et Oui, donc c'est plutôt ta vulnérabilité, une rencontre selon le contexte. Est-ce que tu l'avais rencontré du coup dans un autre contexte, ça aurait été peut-être. Je sais pas. Ça, ça, on sait pas. On sait jamais. Je pose un peu ces questions parce que pour comprendre aussi, tu vois, un peu les mécanismes, et puis peut-être aussi pour les personnes qui nous regardent, qui nous écoutent. De voir aussi, de mon expérience et de ce que je connais aussi des violences conjugales, c'est que il y a aussi souvent une première rencontre quand on est dans un état de vulnérabilité, que du coup c'est aussi sur ça que on va être plus sensible du coup, et on va peut-être avoir moins attentif aux limites ou aux choses qui peuvent se passer. Ouais, ça te parle? Carrément, parce qu'avec le temps aussi, à force de thérapie, j'ai pris conscience de ma responsabilité, dans le sens où c'est mon état d'esprit à ce moment-là qui a fait qu'effectivement j'ai accepté des choses que j'aurais pas dû accepter aussi, et que c'était à moi de travailler aussi là-dessus, de m'affirmer en fait, et de pas me laisser bouffer par quelqu'un, et que c'est pas parce
que la personne dit, pas parce qu'il dit qu'il t'aime que tu dois accepter tout en fait. Et donc quand je dis responsabilité, en fait, c'est pas voilà, que je l'ai mérité, que je l'ai provoqué ou quoi que ce soit, c'est vraiment ma personnalité, ce que je vivais à ce moment-là qui a fait que je voulais plus que ça se reproduise en fait. J'avais déjà conscience même à cet âge-là que il y avait un schéma répétitif qui pouvait se jouer. Je voulais pas retomber sur quelqu'un pareil et que j'ai bossé sur moi pour pas retomber dans d'autres filets. Parce que là, c'était ta première expérience Oui. comme ça. Ouais. Oui, j'avais une histoire un peu sérieuse avant, mais ce qui n'avait pas duré forcément très longtemps. Voilà, mais. Et là, quand tu parles de schéma répétitif, du coup, tu parles après. Oui, je voulais pas. Après, tu voulais pas retomber. Ouais, d'accord. Ouais. J'avais déjà conscience que je sais pas, qu'un schéma répétitif pouvait se jouer, quoi. Je voulais pas retomber sur une autre personne du même style et. Donc j'ai pris du temps pour moi aussi, à rester célibataire et déjà essayer de retrouver goût aussi à la vie, mais surtout de pas de nouveau accepter qu'on empiète, enfin qu'on dépasse mes limites aussi et m'affirmer en fait. Et est-ce que au moment où ça s'est passé, donc là tu parlais des premières violences psychologiques, verbales, est-ce qu'au moment tu te rendais compte que c'était des violences, tu conscientisais les choses ou pas? J'ai l'impression d'avoir vécu les choses sans les vivre en fait. J'ai l'impression quand j'y repense, je me vois extérieure vraiment à la scène. J'ai pas vraiment. Il y a une partie de toi qui a conscience, qui sait que c'est pas normal, mais pour autant, je sais pas ce qui se passe dans la tête à ce moment-là, mais tu te dis bon, c'est pas grave, ça va passer, ou je sais pas. Je sais pas du tout. Je sais pas si c'est une sorte de déni ou. Parce que je sais que ce qui se passait n'était pas normal, mais pour autant. Est-ce qu'il y avait un état dissociatif ou pas? C'était ça en fait la semaine dernière où j'ai l'impression d'avoir fait un titre où ça s'est passé au Mans en fait tout ça. Et tous mes souvenirs du Mans de cette époque sont bizarres en fait. Je sais pas comment décrire. Effectivement peut-être cet état dissociatif où voilà, j'étais là mais pas là. Enfin, c'est pas des souvenirs comme j'aurais de mon enfance en fait. Je sais pas, c'est comme dans un rêve en fait. Donc j'étais pas, je sais pas comment expliquer. Pour expliquer du coup l'état dissociatif, donc la dissociation c'est comme une stratégie de protection que notre cerveau il met en place automatiquement sans qu'on en ait conscience quand on fait face à quelque chose qui est un danger, que ce soit subjectif ou objectif. Et en fait du coup dans ces moments-là c'est comme s'il y avait une séparation un peu entre les ressentis, le corps et l'esprit. Et dans ces moments-là, en fait, c'est une manière de pas ressentir les émotions parce que les ressentir, ça serait trop fort, ça ferait trop de mal. Sachant qu'il y a aussi un principe de si ça s'appelle le circuit dans le cerveau, là, le centre de la peur. S'il est trop activé trop longtemps, en fait, ça peut créer après des crises cardiaques. Et donc, on peut mourir de ça. Et donc, c'est aussi une manière de se protéger interne pour éviter, du coup, notre perte. Et c'est souvent, du coup, cet état dissociatif se déclenche quand on vit des violences. Et en fait, du coup, quand on est en état dissociatif, on se rend pas forcément compte qu'il y a des violences parce que on est coupé de nos ressentis. Et vas-y, pardon. Non, mais c'est ça en fait, c'est que j'avais conscience des faits, mais pour autant, effectivement, je ressentais rien par rapport à ça. C'est juste le jour où j'ai cru y passer effectivement, où là, je pense qu'il y a un instinct de survie qui a dit hop, tire-toi. Mais sinon, ouais, c'était. Ouais. En même temps, quand je décris ce vide, c'est aussi le vide d'émotions, il se passait rien là-dedans, quoi. Ouais, parce qu'après, tant que t'es dans le danger, en fait, tu peux rester aussi dans cet état dissociatif et c'est après quand on sort
que là, tu peux commencer à ressentir plus de choses. Et tu parlais tout à l'heure de revenir du coup vers la personne. Et en fait, il y a aussi cet effet-là de... en fait, on revient vers... Alors, il y a plusieurs raisons, plusieurs mécanismes derrière, mais ça peut être aussi ce côté-là de t'es plus dans le danger, donc l'état dissociatif n'est plus présent, et là, tu commences à ressentir plein de choses et avoir l'impression que tu peux pas te débrouiller seul, et donc tu reviens vers la personne, et en revenant vers la personne, tu retournes dans cet état dissociatif. Après, toi, dans ce que tu décrivais, il y avait plus ce sentiment de vide qui perdurait, c'est ça que tu as ressenti jusqu'à... C'est revenu au fur et à mesure, mais... En fait, un jour, j'ai entendu un procédé chamanique qu'on appelle la récupération d'âme. Okay. Et quand je l'ai lu sans lire tout le détail, juste quand j'ai lu le mot, en fait, c'est cette sensation qu'une part de moi est partie en fait, à ce moment-là et qu'il fallait que je récupère mon intégrité, en fait. C'est des mots difficiles à exprimer, à expliquer, mais... Effectivement, ça a pris du temps aussi. Mais ça a fini par se faire. Mais effectivement, voilà, ça revient morceau par morceau, quoi. Ouais. D'où le processus long, mais ça revient morceau par morceau aussi. Quand tu dis ça revient morceau par morceau, tu parles de tes ressentis, de tes... Aussi, c'est des petits plaisirs de la vie, d'être de nouveau, d'avoir un objectif aussi, d'avoir des projets, de se projeter dans l'avenir, tout ça, parce que effectivement, après ça, pendant un moment, tu es en mode automatique encore, tu essayes de retrouver tes marques et de te reconstruire, mais de retrouver goût à la vie et de prendre plaisir avec les émotions et tout. Même si tu vois ce que tu m'as dit, d'être coupé de ces émotions, j'ai l'impression qu'il y a... Je te parlais que j'étais hypersensible, mais je l'ai su qu'il n'y a pas forcément très longtemps. Parce que lors d'une thérapie, ça a été un peu violent, je me suis reconnectée à mes émotions et là... Et c'est à partir de là où je ressentais tout, vraiment. Il y avait, je sais pas, comme une protection peut-être encore un peu... où je ressentais, mais il y avait une grosse carapace. Ouais, c'est que c'est pas conscientisé, que c'est là, mais c'est en dessous, quoi. C'est caché, Et du coup, d'autant plus, quand tu te reconnectes, c'est d'autant plus violent, entre guillemets, au niveau des ressentis. Ouais, j'ai eu une soirée compliquée, mais pour du mieux après. C'est un parcours aussi. Oui, c'est que tu as aussi, dans le processus thérapeutique, et là, on peut parler de traumatisme aussi, ça peut faire peur parce qu'on n'a pas envie de se replonger. Mais en même temps, c'est aussi en faisant ça qu'on va pouvoir se sentir mieux après. Et que parfois, il y a des moments où on va peut-être pas se sentir super bien, mais... C'est que transitoire en plus. Je sais que tu t'es formée, que tu es en train de te former à l'EMDR. J'ai fait le premier niveau, là. Ouais, et pour l'avoir testé, où ça peut être assez rapide, en fait, quand même. Voilà, chaque événement est repris, mais c'est rapide et puis on se sent tellement mieux en fait après que... voilà. Le MDR, c'est une thérapie spécialisée dans le trauma. Je ne vais pas rentrer dans les détails sur qu'est-ce que c'est, mais c'est trop bien. Ça fonctionne plutôt bien. Peut-être vous avez déjà entendu une thérapie où il faut regarder les doigts de la psychologue avec les yeux. C'est ce truc-là. Ou alors c'est avec la lumière. Parfois ils vous font. C'est avec les écouteurs par le son. Ah oui, il y a le son aussi. Ouais. Il y a les yeux. En fait, c'est sur les sens. Il peut y avoir aussi avec le droite, toucher. gauche aussi. En fait, ça c'est qu'il y a des simulations bilatérales alternées. Et ça peut être aussi avec le tapping, donc avec le toucher. Par rapport à ce que tu as évoqué, du coup, sur les violences verbales et psychologiques, c'est des choses parfois on s'en rend pas forcément compte non plus. Et puis c'est des trucs un peu insidieux parce que quand on pense à violence conjugale, tu vois, on a tout de suite aussi les violences physiques que tu as aussi en plus vécues. Est-ce que tu aurais d'autres exemples comme ça pour que peut-être les personnes qui nous regardent voient si elles pourraient se reconnaître ou pas? Il y a eu aussi, alors j'aurais pas forcément de phrases précises,
Mais je sais qu'il y avait souvent des notions de... concernant ma famille, en fait, il a réussi à m'isoler de ma famille aussi, à me faire sentir que j'avais pas ma place dans cette famille, que ma famille ne m'aimait pas, qu'ils en avaient rien à faire de moi. J'ai plus les phrases précises en tête, mais j'ai souvenir effectivement de situations où il me parle de ma famille et que de toute façon, en gros, j'étais seule, quoi. Il y avait que lui dans ma vie. Donc il y a ça. Je réfléchis, mais c'était beaucoup en fait. T'es feignante, t'es bonne à rien. C'était beaucoup ça, mais le bon à rien venait pour le boulot, pour ce que je faisais à la maison. C'était beaucoup ça, puis aussi voilà, pas être libre de sortir comme je voulais, d'aller voir qui je voulais aussi, qui m'envoie un message, c'est qui, machin, là. Il y a un contrôle. Donc il y a l'isolement qu'on retrouve aussi beaucoup, t'isoler un peu des autres. Limite à aller se retourner, enfin tu vois, les retourner un peu contre toi et inversement. En fait, c'est marrant parce que tu me poses des questions et tout me paraît flou. Je me souviens quand même de certaines sensations et de plus vers la fin effectivement où j'ai pris conscience de certaines choses. Mais c'est vrai que c'est assez flou. Je me souviens que malgré tout, voilà, je me sentais étouffée et mise en cage en fait. Où lui sortait, voyait ses potes, mais moi, je vais rester à la maison. Ouais, tu te sentais seule à ce moment-là? J'ai jamais eu beaucoup besoin de vie sociale, mais je me sentais quand même en fait empêchée de faire les choses. Ou si effectivement, je me souviens les 2-3 fois où je suis sortie avec des amis, où ils m'ont envoyé sans arrêt des messages pour savoir ce que je faisais, où ça en était, avec qui j'étais. À faire des crises de jalousie, parce que du coup, j'étais pas avec lui, et voilà. Ça, si, ouais. Ça me revient un peu comme ça. Oui, il y a cette espèce de possession, quoi, de te garder pour lui. Puis surtout, faire une crise de jalousie et me faire culpabiliser de sortir et... Je me souviens de partir précipitamment d'une soirée parce qu'il m'avait fait une crise et... Je sais pas pourquoi je suis partie. Voilà. Il se passe des choses, on n'explique pas, mais... Après, là, il y a peut-être aussi des peurs de se dire, si je pars pas, qu'est-ce qui risque d'arriver, tu vois, enfin, si je rentre pas... Oui, c'était plus faire une crise de jalousie, peur de le perdre. C'était plus peur aussi de ça. Le perdre, okay. Aussi ça, ouais. Beaucoup, peur de le perdre, parce qu'au final, tu finis par croire qu'il y a que lui qui tient à toi et qui t'aime, et voilà. Oui, puis je joue là-dessus, enfin, t'as parlé tout à l'heure aussi de l'espoir qu'il change, parce que ça, c'est quelque chose aussi qui revient beaucoup et que j'ai aussi pas mal entendu des personnes que j'accompagne et qui ont vécu des expériences similaires. C'est cet espoir qui l'alimente aussi, peut-être, et du coup qui te retient d'une certaine manière. Et puis parce qu'il y avait des moments où ça se passait bien, donc il y a aussi ce côté-là de peur de perdre aussi peut-être ces moments-là où ça se passait bien. Bah c'est ça. Après je me rends compte aussi qu'il y a une certaine dépendance affective aussi, combler quand même, combler un manque, d'avoir de l'affection, enfin voilà, vivre aussi quelque chose qui n'était pas ça au final, mais et puis il y a aussi cette dimension, j'en ai parlé parce que c'est aussi une dimension qui a joué, c'est aussi son addiction au cannabis. Parce que aussi, voilà, c'est pas une excuse, mais dans tous les cas, effectivement, quand ça a éclaté en violence, c'était parce qu'il avait plus assez d'argent pour s'acheter du cannabis et qu'il était en manque et que ça partait en cacahuète. Sinon, il était t'es posé. C'est pas forcément, je sais pas ce qui est le mieux dans l'histoire, mais voilà, effectivement, il y a des circonstances aussi d'addiction de son côté qui ont joué. Puis effectivement, j'avais cet espoir je vais essayer qu'il arrête ça aussi et qu'il... Parce qu'avant, il consommait pas autant, c'était occasionnel à des soirées, et, c'est juste quand on a commencé à vivre ensemble où c'est devenu problématique, et aussi cet espoir s'il arrête, ça redeviendra mieux. Et est-ce que du coup, tu avais ce sentiment de vouloir le sauver ou
Ouais. Alors, c'est un homme qui a ce côté violent, manipulateur, mais pour autant, peut-être que c'est dans le profil, hein, ils savent jouer sur la corde sensible et montrer le petit garçon, en fait, qui a souffert et qui... J'ai été séduite par ça, en fait. Ouais. Et c'est ça qui est aussi, mais bon, il a vécu des choses, il est pas heureux, enfin voilà, il a besoin qu'on s'occupe de lui. Donc oui, il y a peut-être ce côté un peu de vouloir le sauver et de lui apporter ce qu'il recherche aussi, ouais. Donc apparemment, c'est typique. Oui. Voilà. Oui, en plus, bon là, ça sort un peu de la psycho, on peut aller dans la socio, mais il y a aussi ce côté en tant que femme, tu vois, d'avoir de la valeur aussi, tu vois, en prenant soin des autres. Et du coup, de prendre ce rôle sociétalement, d'être celle qui va du coup aider le conjoint, l'aider à s'en sortir, le sauver, être là pour lui. Et chez beaucoup de personnes, j'ai entendu ce côté, mais si je le fais pas, je vais l'abandonner en fait. Comme si je l'abandonnais, et du coup, si je l'abandonne, ça fait quelqu'un de moi, de mauvais, de pas bien. Je sais pas si c'est quelque chose qui te parle. Si, tout à fait, mais j'ai aussi l'impression que lui a projeté ça aussi sur moi. Le fait de pas être à sa place, de pas être aimé par sa famille, de pas être compris, machin. J'ai l'impression qu'il a aussi projeté des choses et qui m'a fait vivre ce que lui vivait aussi. Et, je pense qu'il y a pas mal de choses qui sont rentrées en ligne de compte au final et qui fait que ça s'insinue vraiment comme ça, doucement. Mais c'est aussi pour ça que je voulais en parler, c'est que ça s'insinue tout doucement. On voit pas forcément les choses arriver, ou alors on les voit et comme tu dis, on n'arrive pas à faire le tilt il y a un truc qui cloche en fait. Voilà, que ça s'insinue et qu'il n'y a pas à dire qu'on a fait quelque chose de mal, ou il y a une faiblesse à un instant T. Une vulnérabilité que l'autre a sentie et voilà. Sur lequel il va jouer aussi. Oui, c'est ça. Ouais. Ah totalement, oui. Totalement. Et ce qu'il te disait, par exemple, quand il te rabaissait, là, ce que tu décrivais, il le faisait devant les autres aussi, ou vraiment non, bien sûr que non. Devant les autres, il était tout mimi. Ouais, c'est ça. Ouais. Juste devant ma famille, une fois où il a fait une réflexion. Je saurais plus, mais j'ai senti le froid d'un coup. Je sais plus sur quoi c'était. Je l'ai dit, tu vois, la mémoire, c'est juste des flashs, plus qu'autre chose, mais ouais. Juste une fois, il a dû me rabaisser de manière un peu violente. Ouais, parce que souvent, c'est le schéma de ce type de personne. C'est qu'à l'extérieur, en dehors, toute autre image. Et du coup, ça rend encore plus difficile pour la personne qui vit ça. Et quand elle essaie d'en parler aux autres, non, mais il ferait jamais ça, il est pas comme ça, regarde comment il est. Ouais, c'est ça. Donc, c'est aussi pour ça que je te remercie de partager ça, parce que c'est aussi important que ce que vous dit la personne, c'est pas parce que vous le voyez pas de vos propres yeux, que c'est pas forcément vrai. Tout à fait. Puis, c'est des... 5 minutes avant, ça peut très bien se passer, puis d'un coup, il part en cacahuète, quoi. Pour une broutille, il y a une instabilité, et du coup, t'as comme une sensation d'être en hypervigilance un peu. Oui, tout à fait. Ah oui, de vivre dans la peur, on pèse ses mots, on n'ose pas trop... on a peur de tout. Je me souviens qu'il n'avait pas encore le permis et qu'il avait tendance à vouloir prendre ma voiture quand même. Et j'étais pas ok de ça, sauf que je n'osais pas lui dire. Donc je planquais mon double de clé. Puis il me fait, où ton double de clé? Enfin, tu vois, j'en sais rien. Enfin, pas de mentir, parce que je me suis dit, s'il le sait, je vais me... Enfin voilà, je sais pas en fait, il va s'emporter, qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qui va se passer. Donc oui, pour tout, même pour revenir encore effectivement au sexe, c'est te dire non, c'était là le pire en fait. C'était là où il se braquait le plus. Et donc oui, de vivre dans la peur, d'appréhender, d'aller se coucher le soir. Il y a eu un déclic aussi où il était parti une semaine en vacances. C'était 2 mois avant que je le quitte. Et j'appréhendais son retour en fait. Et là je me suis dit,
qu'il y a un problème. Mm. C'était déjà, ouais. Et est-ce que tu avais des personnes à l'époque à qui parler? Non. Non. Non, il y a juste une copine à l'époque qui m'a aidée à déménager. Ok. Parce que, pour elle, ça s'est fait en 3 jours. Je fais très brièvement, je dis, écoute, je dois déménager, parce que je suis là, c'est plus. Enfin, voilà. Elle n'a pas cherché à savoir plus, mais elle a été là, m'a aidée à déménager. Et, c'était pas une grande copine, c'était quelqu'un que j'avais rencontré lors d'un stage et tout, mais non, après, non. Non. Et donc, tu étais aussi d'autant plus seule. Ouais, oui, d'où la tentative de suicide après, en fait. Ouais. C'est que je me suis sentie seule, et personne à qui parler. Et puis on culpabilise, en fait. C'est surtout ça de dire, en fait, c'est de ma faute. J'aurais pas dû continuer avec lui, j'aurais pas dû. Enfin, voilà. Il y a beaucoup de choses aussi comme ça qui sont venues dans ma tête. Et ça, c'est aussi des choses que la personne va appuyer. Est-ce que il y avait ce moment où elle te dit que c'est ta faute ou que c'est par tes comportements Alors par contre là-dessus, non. Non. Okay. Il m'a jamais dit. Donc il y a toujours le côté quand même. Effectivement, il croyait que je lui planquais des trucs, donc il y a son côté parano, voilà. Pour autant, c'est jamais revenu sur le tapis. Pour lui, c'était comme si en fait il s'était rien passé. Il est revenu dessus, jamais il s'est excusé. Enfin, quoique, il y a 3-4 ans, il s'est excusé. Mais jamais il s'est excusé, en fait, après coup, parce que pour lui, il n'avait pas conscience... Il se rendait pas compte, en fait. C'est pas problématique? Non, pour lui, il s'était rien passé ou quoi que ce soit. Et, donc non, il s'est jamais excusé, quoi. Donc non, il va pas dire que c'est de ma faute, puisque pour lui, il s'était rien passé. Oui, ouais, je vois. Et comment tu as eu la force de dire, là, il faut que je parte Alors, honnêtement, quand tu vois ce genre de regard sur toi, ce regard où il a complètement vrillé, où tu vois juste la mort, en fait, dans ses yeux, j'exagère pas, enfin, tu vois, rien que d'y penser, ce regard-là, et puis j'ai franchement flippé pour ma vie, en fait. C'était un samedi soir, le lendemain, j'étais en mode, qu'est-ce qui s'est passé? Et dès le lundi, je faisais les démarches pour partir, mais je pense que c'est juste instinct de survie, en fait, et c'est pas possible, je fais le prochain coup, j'y passe, quoi. C'était... Voilà. Ce regard-là, je l'oublierai jamais. Je l'ai même revu en faisant du karaté, je suis rentrée en pleurs. Ce regard de prendre plaisir, de prendre le dessus déjà sur quelqu'un. Il n'y avait pas ce désir de mort, mais tu sais, je prends plaisir à avoir du pouvoir sur toi et à avoir le dessus sur toi. Donc c'est flippant, en fait. Ouais, totalement. Mais en plus, voilà, où je le voyais assez déterminé à en finir. J'étais non. Ouais, parce que ce que tu disais, c'est que tu dis que tu allais y passer, quoi. Enfin, sur le coup, tu sais, on réfléchit pas, mais j'ai eu vraiment l'instinct de survie. Et je l'ai senti, puis... je pense que si je suis partie, c'est... Voilà. Je pense que quand une femme part, c'est qu'il y a eu un moment... question de survie, en fait. Malheureusement, pour en arriver là. Ouais. Mais ouais. J'avais vraiment cette peur... peut-être pas le lendemain, mais les jours qui ont suivi, oui, je pense que c'est ce qui m'a motivée. J'ai eu peur que ça finisse mal. Et donc là, après, tu disais qu'il y a eu ce sentiment de vide qui était présent. Ouais. Donc une fois que tu as déménagé, t'es partie. Le 1er mars, j'avais mes clés. Tu vois, les dates, par contre, sont très précises. Ouais. Le 1er mars, j'avais mes clés. Jusqu'au 1er mai, où j'ai fait ma tentative de suicide, j'ai été en mode automatique. Où c'est vraiment à plus rien ressentir, à faire les choses robot. C'était vraiment robot. Je sais pas vraiment, c'est vraiment une sensation particulière. Peut-être qu'il y a d'autres femmes du coup qui comprennent cette sensation, mais
Et le jour où effectivement j'ai voulu mettre fin, là encore plus en mode robot. Mais ouais, c'était, je pense en fait les prémices en fait, c'était juste, pareil qu'on est un peu dans l'œil du cyclone à ce moment-là, déconnecté de tout, de ce qui se passe. Et c'était quelque chose de réfléchi, la tentative de suicide, ou c'était... Je me suis levée, je suis allée au boulot le midi, j'avais des horaires un peu particuliers, midi 14h. Et pendant tout le temps que j'étais au boulot, je savais ce que j'allais faire en rentrant. Mon supérieur m'a fait une réflexion, j'en ai plus rien à faire. Et j'ai vu dans son regard en fait qu'il se doutait de ce qui allait se passer. J'ai vu l'inquiétude dans son regard, donc je devais être dans le mode... Il a vu qu'il y a un truc qui n'allait pas. Mais ouais, je me suis levée un matin et je savais ce que j'allais faire en rentrant du boulot et je l'ai fait. Enfin voilà. Et après ça, comment ça s'est passé? Suivi avec un psychiatre obligatoire. Mais en fait, quand j'ai raconté ça à la psy aux urgences, elle m'a dit nous, on vous ressortait pas en fait. Ouais. Vous voulez absolument me garder, puis vous allez pas ressortir, puis vous allez être hospitalisé, on va s'occuper de vous. Mais là, pour le coup, ma famille est venue aux urgences et ma mère m'a pris en charge. Elle a fait tu vas venir un peu à la maison, tout ça. Et... Donc là, d'être entourée, ça m'a fait du bien. Je pouvais pas forcément en parler. Ouais. Mais après, voilà, je voyais un psychiatre à côté pour en parler, tout ça. Mais d'être entourée, ça m'a fait du bien, de pouvoir me reposer sur des personnes et puis changer d'air aussi, tout ça. Parce que là, le mois, donc tu disais 1er mars 1er mars, j'avais les clés de mon appart. 1er mai... Les 2 mois après, là, t'étais seule? Oui. Ouais. Et tu disais tout à l'heure qu'il venait devant chez toi aussi. Donc en fait, sa présence était toujours là. Oui. C'est même lui, tu sais, qui est venu appeler les urgences quand je me suis... j'ai essayé d'en finir. Donc, côté sauveur... Donc, ouais. Et du coup, à ce moment-là, tu continuais d'aller au travail, t'étais Oui. dans la vie active. Alors, par contre, j'ai souvenir, je faisais du démarchage par téléphone, j'ai souvenir quand même à un moment de m'être endormie au téléphone quand même. Je devais dans un état. Ouais. J'ai souvenir en fait, et j'étais au téléphone et d'un coup, plus rien. Et mon supérieur m'a dit Julie, tu vas juste te mettre en mode écoute pour écouter un peu les autres, voir comment ça se passe, tu vas te reposer. Hein tu vois, j'avais oublié ça, mais ouais, je devais être dans un état, je pense. Oui, donc il y avait des signes visibles, entre guillemets, qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas là. Ouais. Donc pour m'endormir au téléphone, en train de parler. Ouais. Il y a. Ouais. Donc là, t'es retournée du coup chez ta mère. Ouais, pendant quelques semaines, un mois, je crois. Et après, je suis retournée chez moi au Mans. Mais oui, là, ce qui n'a pas aidé, c'est que j'ai trouvé un autre boulot et que je me suis fait agresser en plus. Ouais, ça rajoute. Voilà, donc ça commence à devenir trop lourd. Ouais. Et j'étais pas bien. Et puis, du coup, mes parents qui étaient sur Nantes m'ont dit écoute, on cherche une vendeuse, tu cherches du boulot, viens. Donc là, d'être entourée et tout, vraiment, là, du coup, j'ai vraiment déménagé. Je suis partie aussi du Mans, qui était quand même chargée aussi émotionnellement. D'être partie, de recommencer à zéro, ça m'a pas mal aidé aussi, d'être entourée. Et de continuer aussi un suivi psy, c'est vrai que j'ai pas lâché non plus. Ouais. Donc psychiatre ou psychologue? Alors j'ai commencé avec un psychiatre, le courant passait pas forcément. J'ai fait les séances que je devais faire. Je m'étais engagée à faire des séances, une dizaine de séances en sortant de l'hôpital. Donc je les ai faites, mais peut-être 1 an plus tard, même moins. Je voulais revoir un psy, mais qui faisait autre chose. Donc j'ai été voir une hypnothérapeute, psychothérapeute, hypnothérapeute. Donc ça m'a beaucoup aidée aussi. Et j'étais dans le déni du viol aussi. Ça m'a permis de mettre le mot aussi dessus. Donc c'était aussi un cap. Mais il y a besoin de repointer des choses pour pouvoir, on va dire, allez, on remet tout à niveau et on reconstruit, quoi.
Mais c'est que aussi au fur et à mesure du processus thérapeutique, il y a des choses qui ont été aussi conscientisées, nommées. C'est ça. Et ça a été comment pour toi, du coup, de vivre ça? Le mot viol a été très compliqué. Je suis ressortie en pleurs de la psy. J'en ai vomi dans la nuit. Donc il y a vraiment eu quelque chose de physique, voilà. Et c'est surtout... Donc ouais, je souffrais de troubles anxieux après les violences, enfin voilà. Mais ça s'est majoré en fait avec quand même la prise de conscience. Donc... Mais oui, de conscientiser, ça m'a fait du bien. Ça a été chercher d'autres choses aussi. Enfin voilà, ça a mis du temps à se rééquilibrer. Disons que quand on enlève une pelure d'oignon, il y en a une autre derrière qui est là. Enfin voilà, c'est par couche, c'est par étapes. Dans tous les cas, en fait, j'avançais, je faisais ça, peut-être ça, mais je continuais de remonter en fait. Il y a peut-être des petites chutes, mais voilà. Dans tous les cas, la courbe au final, elle remontait et ça allait de mieux en mieux. Mais oui, voilà, il y a toujours des étapes et... Oui, c'est pas linéaire, ça c'est aussi important à rappeler. Du tout, c'est ça. C'est voilà, c'est un message aussi que je veux faire passer, c'est que c'est pas linéaire, mais c'est toujours de mieux en mieux en fait. Et c'est ça qui est important de noter et que tout est juste aussi. Je pense pas que j'aurais aimé continuer à être la Julie que j'étais avant. Celle qui se laissait faire, qui posait pas ses limites et tout ça. On sent qu'il y a comme une transformation, une évolution. Pour moi, il y a clairement un avant et un après. Je peux même mettre le mot de deuil aussi là-dessus. C'est vraiment ce que je ressens. Parce que quand j'ai vécu 15 ans à Nantes, quand je suis revenue au Mans, c'était comme un lieu de deuil en fait. Comme si j'avais connu quelqu'un qui avait vécu ici et c'était assez lourd en fait. Donc il y a vraiment un avant, un après. Une renaissance en fait. Mais plus aussi dans ce sens-là, de renaître et de se définir soi-même et de définir ses règles en fait. Et j'ai vu ça comme une occasion de rejouer une partie mais avec mes règles en fait. De reprendre un peu la maîtrise. Ouais. Ça s'est pas fait du jour au lendemain où j'ai bien pris conscience par le biais des thérapies que je pouvais prendre le contrôle sur les choses un peu trop. Mais c'est ça, tu passes d'un extrême à l'autre. C'est ça. Après, c'est de rééquilibrer. Quand tu vis dans l'anxiété générale, en fait, tu t'arrives à pallier juste en étant dans le contrôle. Donc... Oui, c'est une des caractéristiques de l'anxiété généralisée, de trouble d'anxiété généralisée, de ce besoin de contrôle qui peut être à l'extrême et qui peut parfois être aussi limitant. Voilà, mais c'était aussi une manière de reconstruire sa vie sur mes propres règles, de dire ok, on va redistribuer les cartes, on recommence. Mais je le vois vraiment comme ça et comme une chance en fait. Où quand j'en parle, je dis pas j'ai subi des violences. À ce moment-là, je les ai subies. Je avec le recul, si je les ai vécues, c'est une expérience qui m'a permis de prendre conscience de choses et surtout de pouvoir recommencer en fait autrement, de renaître et d'agir sur ma personnalité aussi, d'agir sur mon caractère et il y a des choses qui sont immuables et qui resteront telles quelles, mais il y a des choses qu'on peut travailler aussi. Et, j'ai vraiment avec le recul vu ça comme ça et j'utilise encore aujourd'hui comme ça. Et est-ce que tu as eu des idées suicidaires après ça? Je réfléchis, mais non. Ok. Non, c'était vraiment là le gros... Voilà. Mais sinon, non. Parce que je savais aussi que dans les coups de mou, souvent, ils sont temporaires. Et je sais aussi que quand on travaille sur soi, il y a des coups de mou aussi. Mais je sais aussi surtout que ça dure 2-3 jours et qu'après, tu remontes et tu remontes bien. Donc j'ai aussi pris ce recul-là, mais non. Après, j'ai pas eu... Et dans ces moments de coups de mou, justement, où ça va moins bien, qu'est-ce qui, toi, t'aidait à quand même continuer? Parce que
de par l'expérience, et je pense que les personnes qui regardent aussi peuvent se reconnaître parfois quand on n'est pas bien, en fait, on va voir tout noir, tout négatif, et on peut perdre espoir. Qu'est-ce qui, toi, a été aidant pour toi? Alors déjà, c'était de m'autoriser aussi à être pas bien et triste. Ouais. J'ai eu voilà, des gros coups dans ma vie de mou, voilà, où je me dis mais qu'est-ce que je fais, comment je vais faire et tout. Mais des fois, juste de s'autoriser à déjà lâcher, à faire sortir aussi, déjà ça fait un bien fou. Et puis, je le sais en fait que demain est toujours mieux qu'aujourd'hui. Enfin, voilà. C'est... je sais pas comment décrire où j'ai ce côté quand même optimiste, où je me dis que demain ça sera mieux, mais aussi parce que je le veux et que voilà. Mais je pense que s'autoriser à être triste, s'autoriser aussi à se dire que ce qu'on a vécu est vrai et que ça a été difficile, même ça veut dire que c'est que des violences psychologiques, ça reste des violences psychologiques qui ont un impact énorme. Je pense que les mots peuvent autant blesser que des mains. Et tout ce qu'on vit comme violence, pour moi, il n'y a pas de petite, il n'y a pas à dire. Ça, c'est un truc qui va me faire monter les larmes. J'aime pas la phrase « il y a toujours pire que toi ». Oui, certes, mais pour autant, je suis blessée, j'ai mal et j'ai souffert. Et en fait, s'autoriser à dire ce que j'ai vécu, c'était dur. Oui, j'ai souffert, j'ai mal, j'ai envie de pleurer. Et en fait, je sais, ok. Ouais, de pas minimiser, c'est ça. Que ce soit les autres qui minimisent, ou même pour nous-mêmes aussi. Et du coup, en minimisant, en se disant ça nous autorise pas à vraiment vivre ce qui se passe à l'intérieur de nous. C'est ça. Et je pense que c'est ce qui aide aussi à avancer, c'est que quand tu acceptes ce que tu as vécu, tu acceptes d'être triste, ça te permet d'avancer en fait. Au lieu de faire l'autruche et dire non, tout va bien, sauf qu'au bout d'un moment, ça va pas en fait et tu vas droit dans le mur. Et je pense que c'est accepter que ça va pas, un moment que ça va pas, se faire aider. Je pense que j'ai dû dépenser des milliers d'euros en thérapie, j'exagère pas non plus, voilà, en thérapie diverses. Et c'est ce qui m'a aidée aussi, c'est que si je vois qu'il y a des choses qui vont pas encore, je vais voir un psy ou d'autres thérapeutes, enfin tout ce qui est même énergétique. Enfin, moi j'ai été ouverte à plein de choses. Je fais mais tant que ça me fait du bien, c'est un soin énergétique, de l'hypnose, je fais le MDR. Bon ça par contre je le recommande à 1000%. Ou d'autres pratiques. J'ai essayé beaucoup de choses, mais toutes m'ont fait du bien. Et c'est ça aussi, c'est surtout pas rester seul en fait. Se faire aider, être bien entouré. Donc choisir son entourage aussi. Choisir. Mais voilà, pour résumer, pour répondre à ta question, donc accepter ce qu'on a vécu, accepter qu'on soit mal, qu'on soit triste, et surtout se faire aider et accompagner. Et par rapport justement à l'entourage, là, s'il y aurait des personnes qui nous écoutent et qui... Deux choses. Première étape, c'est ils se rendent compte qu'il y a quelqu'un, un ami proche, un membre de leur famille qui pense qu'ils vivent des violences conjugales, mais la personne, elle reste dans la relation, elle est toujours dans la relation. Est-ce que tu aurais des conseils à donner à l'entourage? Comment est-ce qu'ils pourraient aider au mieux cette personne? Lui faire prendre conscience à cette personne que ce qu'elle vit, c'est pas normal. Que si besoin, en fait, ils sont présents. Surtout, qu'ils sont présents, que la porte est ouverte, en fait. Parce que c'est aussi la question de quand ça se passe, je vais où, en fait? Je vais où, je fais quoi, qui va m'accueillir, enfin voilà. Parce que souvent on vit avec la personne, donc ça veut dire partir et se retrouver sans toit sur la tête. J'imagine même pas les femmes qui ont des enfants en plus, enfin voilà. Mais je pense que c'est leur dire, dire qu'ils sont là, que c'est pas normal ce qui se passe là et que leur porte est ouverte et si besoin quoi. Et pour les personnes qui vivraient ça actuellement et qui nous écoutent, qui se reconnaissent dans ce que tu as décrit? De pas attendre.
cette question de survie là, parce que chaque mot, chaque point levé est une blessure, un traumatisme énorme, et il ne faut pas les cumuler. Partir au plus tôt, se respecter soi-même, et l'amour, c'est surtout respecter l'autre. S'il n'y a pas de respect, enfin comment dire, s'il y a de l'amour mais pas de respect, en fait, c'est pas de l'amour. Surtout ça, et aujourd'hui, en plus, il y a beaucoup de structures qui existent. Moi, c'était en 2007, il y en avait... c'était pas aussi... On communiquait pas autant dessus. Aujourd'hui, il y a plein de structures qui existent et qui peuvent accueillir... On parle des femmes, mais il y a aussi des hommes qui vivent des violences. Mais en tout cas, toutes ces personnes qui vivent des violences, qu'il y a plein de structures pour les accueillir, pour les aider aussi à se reconstruire. Donc, il faut pas attendre. Et qu'elles ont le courage en elles de partir, en fait. Et si elles te disent ouais, mais il va changer, il m'a dit que voilà, c'était pas vraiment lui quand il faisait ça, et que il a dit qu'il allait changer, et puis là je vois il commence un petit peu je dirais que les paroles c'est bien mais que la personne en fait il est comme ça, ça va recommencer, c'est sûr. Ça va recommencer, c'est sûr, et c'est pas que mon expérience, tout ce qu'on entend des retours de personnes qui ont vécu ça, il va recommencer. Et il va recommencer, mais ce sera pire, et ça c'est sûr aussi. Parce que ça va jamais en diminuant, en général ça empire. Oui, c'est de plus en plus c'est ça. Important. C'est ça. C'est pour ça que voilà, faut pas attendre s'il y a déjà des signes... comme on dit, des red flags, mais là, des gros red flags. Voilà. Faut vraiment pas attendre, mais c'est surtout qu'elle se dise qu'elle mérite mieux aussi. Qu'elle sera aussi aimée par quelqu'un d'autre, mais qui la respectera en plus. Il y a beaucoup aussi de personnes qui restent dans ces relations parce qu'il y a la peur d'être seule. Est-ce que c'est quelque chose que tu avais ou pas ? Je pense, oui. Ouais. Je pense, j'ai même vu encore au début de ma relation actuelle où je peux être dans une dépendance affective. Où j'ai beaucoup d'amour à donner, j'ai besoin de beaucoup en recevoir aussi. Donc, ouais, il y a une dépendance affective aussi. J'ai oublié ta question du début. C'est la peur d'être seule. Voilà, tout à fait, bah voilà. C'est en lien. Voilà, tout à fait. Oui, c'est... On se dit qu'il n'y aura pas une autre personne qui va nous aimer de nouveau derrière. Et donc oui, il y a la peur d'être seule, oui. Ça, je pense sûr à 100% qu'il y a cette peur-là derrière. Et toi, qu'est-ce qui t'a aidé par rapport à cette peur-là ? Encore une fois, je pense que c'était là j'ai eu peur de mourir. Ouais, donc, ouais. Il y avait une partie de moi, alors je sais pas si on peut appeler ça de l'amour, il y a une partie de moi qui a continué à avoir de l'affection pour lui et tout. C'est pour ça que je suis revenue avec lui, je pense. Mais ouais, non, c'est vraiment j'ai eu vraiment peur pour ma vie en fait. Donc, je crois qu'à ce moment-là, je me suis pas posé 36 000 questions. Ouais. Et puis il y avait eu, comme je disais aussi, le déclic il était parti en vacances, j'ai pas envie qu'il rentre. Donc il y a eu quand même un déclic qui s'était fait là, et il y avait eu un vrai déclic qui s'était fait. Parce que je me souviens que je voulais partir, mais j'avais plus de boulot à ce moment-là. Et je m'étais dit, bon, il faut que je retrouve du boulot, et quand je retrouve du boulot, je vais chercher. Après, est-ce que je l'aurais fait sans l'événement qui était vraiment déclencheur, je sais pas, mais il y avait déjà eu un déclic auparavant où je suis contente quand il n'est pas là. Et est-ce que tu penses que si y avait eu quelqu'un, alors on retombe sur des si, mais s'il y avait eu quelqu'un qui, à l'époque, qui avait vu qu'il y avait quelque chose qui était problématique qui se passait là, si elle t'en avait parlé, si elle te l'avait dit, que tu t'aurais accepté cette parole-là ou pas ? Bonne question.
Je sais pas du tout. C'est un truc, c'est je sais pas du tout. Je sais que il y a un moment, je lui avais dit que je le quittais, il a pété un câble. Donc il y avait eu quand même des tentatives de ma part. Donc peut-être si j'avais su que j'avais une porte en fait d'ouverte, un endroit pour me réfugier, peut-être, mais sans certitude en fait. C'est tellement particulier ce qui se passe là-dedans en fait que c'est pour ça, tu vois, quand tu me poses la question, donc, qu'est-ce qu'on dirait à ces femmes qui sont en train de vivre ça, des fois je me dis, est-ce que ça va suffire en fait de dire quelque chose? Ouais, parce que c'est souvent moi ce que j'ai du retour des proches, c'est que il y a ce sentiment d'impuissance de se dire bah là je lui en ai parlé, je lui ai dit qu'il y a des choses qu'elle doit pas être traitée comme ça, que c'est pas normal. Et ils comprennent pas parce qu'ils disent mais elle reste, mais pourtant je le dis. C'est ça, il y a l'incompréhension des proches du fait de pourquoi elle comprend pas. Et avec le recul, moi, il y a une incompréhension de cette Julie de cette époque aussi. Enfin voilà, c'est pas ce qui. Il y a vraiment ce truc d'emprise et comme je te disais de cette image de il pompe tout ce qui est à l'intérieur pour injecter son propre venin et me posséder en fait. Il y a vraiment cette image là de on n'a plus conscience, on sait plus la frontière du bien, du mal, de ce qui doit être fait ou pas. Il y a vraiment une inconscience en fait. Oui, puis dans l'emprise, enfin exactement dans ce que tu décris, ce mécanisme identitaire où, alors tu me diras si tu as ressenti ça, mais de plus vraiment savoir qui on est en fait, de casser complètement son identité et en fait de son identité dépend de l'autre du coup. C'est ça, oui. Oui. Bah oui. S'il n'y a plus de Julie, c'est la copine d'eux. Ouais. Et de faire tout à sa manière, d'anticiper ses besoins, voilà. On vit à travers lui, quoi. Mais il n'y a plus soi-même, en tant que personne. Oui, donc c'est d'autant plus difficile parce que quand tu te retrouves après seule, quand t'arrives à quitter cette personne, bah, je pense que ça amplifie ce sentiment de vide, du coup. Parce que si, pendant des mois, des années, c'était presque tout par rapport à lui. C'est ça. J'ai aussi cette sensation d'effectivement, je suis partie, le vide. Et effectivement, quand il était devant chez moi, c'était des conversations. Et mine de rien, ce peu de conversations, c'était là où je ressentais un minimum de choses, même pas forcément positives. Mais donc c'est vrai qu'il y a cette ambiguïté, ce truc de je supporte plus et tout, mais en même temps, il n'y a que quand il est là que j'ai l'impression de ressentir un semblant de vie ou de... Voilà, Et est-ce que tu arrives à identifier ce que toi, tu aurais eu besoin à ce moment-là? Je pense que de me sentir vraiment entourée. Même si j'aurais pu faire la sourde oreille, que j'aurais pas pris conscience d'eux. D'au moins que quand j'y repense, je me dis, bah quand même, ils ont été là en fait. Voilà. Mais oui. Donc même si effectivement la personne qui vit les violences n'entend pas, mais restez là en fait. Ouais. Soyez là pour là, quitte à être envahissant, mais répétez-lui encore et encore que c'est pas normal, que vous êtes là. Envoyez-lui des messages, appelez-la. Juste, voilà, soyez présents, parce que même s'il n'y a pas ce tilt-là à travers les conseils qu'on peut lui donner, elle saura avec le recul qu'elle a été entourée, elle saura sur qui elle peut compter une fois qu'elle est partie et qu'elle prend conscience de tout ça. Oui, c'est cette présence, même comme si tu disais, même si pour l'instant il n'y a pas de retour, en tout cas que
Mais rien que de savoir qu'il y a une personne et que quand la personne sera prête, du coup. C'est ça. En fait, c'est être là pour quand elle sera prête. Ouais. Et ouais. Est-ce que tu pourrais un petit peu parler de l'impact que ça a eu, ces violences-là que tu as vécues, violences psychologiques, physiques, verbales, sexuelles, après sur toi? À court terme, moyen, à long terme? Vas-y, c'est open. À court terme, effectivement, anxiété plus agoraphobie, syndrome de l'intestin irritable. Sortir, déjà c'était angoissant, mais en plus je devais aller aux toilettes d'un coup, c'était super. Donc voilà, anxiété, agoraphobie. Donc grâce aux thérapies, j'ai réussi à revivre aussi correctement. Quand j'ai fait rentrer de nouveau un homme dans ma vie, les angoisses sont revenues. Mais voilà, grâce à lui, je me suis reconstruite. Voilà, je me suis vraiment reconstruite. Et plus, on va dire, les conséquences à long terme de toutes ces violences, enfin même à moyen terme, déjà, c'est un manque de confiance en soi qui met beaucoup de temps à revenir. Mais après, la confiance en soi, elle est vraiment à différents niveaux. Donc, puis on peut toujours aller bosser dessus. Hein. Mais ça, la confiance en soi, l'estime de soi, il y a eu beaucoup d'impact. Donc j'étais une bonne à rien, ou je méritais pas d'être aimée, ou je me remettais toujours en question, que j'étais pas assez, enfin voilà, pas assez, plein de choses. Donc ouais, donc plus à long terme, pour le coup, donc une vie tout à fait ok, où je me sens guérie, ou voilà. Et pour autant, toujours des déclencheurs. Où, comme je disais, je suis allée faire du karaté, un combat au sol, ça a réveillé des choses. Le regard d'un mec en question qui aimait prendre le pouvoir, je suis revenue en pleurs. J'ai de nouveau fait rentrer un homme dans ma vie l'année dernière, de nouveau les crises d'angoisse. Et pour autant, donc, il y a des déclencheurs, j'appellerais ça comme ça, mais je les subis pas en fait. Si je comprends, ils prennent plus le pouvoir en fait sur ma vie. Ils sont là, ok, mais ça me définit plus ou quoi que ce soit, quoi. Tu sens que ces déclencheurs là aujourd'hui, ils sont moins présents, enfin que ça a moins d'impact. Ils sont beaucoup moins présents. Il peut m'arriver d'avoir un peu d'anxiété. Enfin, il pouvait m'arriver. Là, je constate quand même que depuis 1 an, enfin voilà, c'est aussi de faire rentrer un autre homme dans ma vie, et, bah, ça a réveillé des choses, mais déclencheur, mais sans tout ce qu'il y a derrière en fait, sans ressasser, sans toutes les blessures qui sont pour moi cicatrisées. Je sais pas comment décrire ce truc des déclencheurs, donc je pense que c'est une réaction du corps ou voilà, mais c'est voilà, pour moi c'est guéri, c'est cicatrisé. Pour autant, ouais, il y a certaines choses qui peuvent me rappeler un sentiment mélancolie un peu, mais voilà, mais c'est plus vis-à-vis de l'anxiété en fait, où il y a des choses qui peuvent revenir. Oui, donc tu sens qu'il y a encore des choses qui sont là. Ouais. Bah, après, ouais, je ne vais pas rentrer un homme dans ma vie tous les matins, donc encore heureux. Mais je vois que c'est quelque chose qui est... Je vois bien que le cerveau a assimilé, en fait. Attention, tu fais rentrer un homme dans ta vie, il va vouloir te tuer. C'est limite ça, enfin, c'était des grosses crises d'angoisse. Enfin, j'étais vraiment... Après, ouais, je lui ai expliqué, il a compris, il m'a laissé aussi le temps. Il savait dans quelles circonstances c'était plus censé arriver, donc on évitait ces moments-là, enfin voilà, et en fait, après je me suis encore fait accompagner, encore une fois. Mais voilà, c'est que, comme je dis, il faut se faire accompagner et avancer. Est-ce que là, dans ce que tu évoques, c'est une nouvelle personne? C'est-à-dire, après, une fois qu'il y a la confiance qui s'est établie, c'est ça. Bah, du coup, il y a moins ou plus ces moments-là. Non, il n'y a plus.
Ouais. Je l'avais même vécu avec mon ex-mari, quand je l'ai fait rentrer dans ma vie, c'était aussi source d'angoisse. Mais pareil, une fois que la confiance est là et qu'on voit aussi comment ça fonctionne et que je suis en sécurité aussi, c'est parti. Tes sentiments de sécurité. Ça dure pas forcément très longtemps. Hein. Il y a juste un cap vers le début. Il y a un petit cap où on voit que c'est sérieux et que on veut aller plus loin. Et puis juste cette transition entre c'est sérieux et c'est bon, je suis rassurée, je suis en sécurité. Et dans là, ce que tu évoques, il y a cette notion aussi de se rétablir, se reconstruire dans la relation. Oui. Et ça, c'est aussi beaucoup quand on a vécu des traumatismes relationnels notamment, des traumatismes, il y a des violences. Il y a l'accompagnement, mais il y a aussi se rétablir en ayant à nouveau des relations qui soient saines, qui soient sécurisantes. Et ça peut être un processus aussi. Oui. Et que la personne en face soit aussi tolérante, patiente par rapport à ça. Je sais, et j'ai conscience aussi avec le recul qu'avec mon ex-mari, j'avais un peu le contrôle en fait sur la relation. Donc je prenais les décisions sur beaucoup de choses. C'est ce qu'il me fallait à ce moment-là. Pendant toutes ces années, c'est ce qu'il m'a fallu pour reprendre confiance et me sentir rassurée, sécurisée. Voilà, je prenais beaucoup de décisions, puis lui, ça lui allait. Enfin voilà, c'était une dynamique de couple et voilà. Après, j'ai eu besoin d'autre chose et la vie a fait que on s'est séparés, mais effectivement, ça m'a permis de me reconstruire et de reprendre confiance en moi et reprendre l'estime de moi aussi, enfin retrouver tout ça en fait. Est-ce que du coup, tu aurais des conseils aux conjoints, conjointes de personnes qui commencent une relation, ou ça fait déjà plusieurs mois qu'ils sont en relation avec des personnes qui ont vécu par le passé des violences conjugales? Des conseils pour eux, ce que tu pourrais leur dire? Être patient. Ouais. Surtout, il y a certaines choses qui peuvent être un peu plus compliquées que d'autres. Et juste comprendre, sans chercher à comprendre tout, enfin à connaître tous les détails, mais juste comprendre que ce sont des traumatismes et que certaines choses peuvent réveiller. Ça peut être des broutilles, hein, je pense, mais juste vraiment les laisser du temps, être patient et se dire que de toute façon, ça va. La confiance va s'installer, que ça va. Voilà, la relation va s'établir aussi. Sainement, je vais pas dire sainement, parce que. Je sais pas à quel fonctionnement de couple est tout à fait. Enfin, en disant que sa propre dynamique, quoi. Trouver un équilibre dans cette relation et. Mais ouais, patience. Vraiment laisser du temps à la personne et être présent, être à l'écoute. Le conseil que je vais donner, c'est un conseil même pour tout. C'est que des fois, on n'a pas besoin de conseils, on a juste besoin d'être écouté. Ouais. On n'a pas besoin de dire oh ça va aller machin. On a juste besoin des fois de dire bah écoute voilà là je suis pas bien parce que mais bon. On a juste besoin d'extérioriser. Moi je sais que je fonctionne beaucoup comme ça et j'ai juste besoin de lâcher un truc. Mon conjoint sait très bien, j'ai juste besoin de sortir. Et ça il le sait, j'ai pas besoin de conseils forcément. C'est juste d'écouter sincèrement. Un petit câlin en passant. Ouais. Et puis, voilà, je pense que c'est juste la présence, en fait, et l'écoute qui suffit. Oui, puis ça peut être des choses aussi qu'on peut exprimer. Là, c'est pas forcément évident. Là, on est aussi sur l'affirmation de soi. Mais si vous savez, comme toi, tu l'évoques, bah, toi, je sais que j'ai besoin parfois, je veux pas de conseils, voilà, j'ai besoin de lâcher, de l'exprimer aussi à la personne et de dire, bah voilà, là, ça va pas, je veux t'en parler, mais sans que tu me donnes des conseils. Ça peut être aussi aidant dans la communication au niveau du couple, parce que parfois l'autre aussi il veut essayer de bien faire. Bah, tout à fait. Ouais, c'est ça. Puis je pense qu'il a envie de faire plus aussi. Mais encore une fois, je pense que voilà, quand on vit des violences, il faut se faire accompagner à différents moments de sa vie pour différentes raisons, de façon qu'on ait vécu des violences ou pas, j'ai envie de te dire. Et que voilà, si on a besoin de parler, d'avoir des conseils, d'aller voir des professionnels. Et que, effectivement, le conjoint, pour moi, c'est plus un rôle de soutien, d'écoute, de bienveillance. Si on a besoin de conseils, on demande. Qu'est-ce que t'en penses, machin. Mais vraiment, le premier rôle, c'est juste l'écoute, c'est la bienveillance. Et, je pense que toute femme aussi a juste envie qu'on la prenne dans ses bras et voilà. Juste en silence et juste dire je suis là. Et, voilà.
Et puis je pensais aussi qu'il peut y avoir des phases, là tu parlais tout à l'heure de besoin de contrôle. Et du coup, peut-être que après ce genre de vécu-là, on peut aussi passer par un moment où on va être plus dans le contrôle parce qu'il y a besoin de se resécuriser. Ça peut être aussi des personnes qui vont être plutôt dans la colère et qui vont, du coup, surtout si on est sur des personnes qui avaient du mal à s'affirmer, vont être plutôt dans l'extrême, parfois plus agressive. Et de se dire que il y a aussi peut-être des phases selon les personnes. Oui. Et de potentiellement aussi respecter ça. Alors évidemment, dans les limites de chacun, que ça recrée pas des violences non plus dans l'autre sens, mais comme on disait au début, c'est pas linéaire aussi le rétablissement, la reconstruction, et puis parfois on peut passer par des phases qu'on a besoin, des émotions, des choses aussi qu'on a besoin de ressentir pour ensuite aller sur quelque chose d'un peu plus sain, ou en tout cas on se sent mieux. C'est ça. Voilà, c'est vraiment par palier aussi, j'ai l'impression. Effectivement, même des fois, un geste un peu violent vers moi, je peux vite... On m'a déjà dit que c'était excessif, effectivement, ma réaction. Mais voilà, il y a plein... Voilà, je dis quand même le mot... séquelles, conséquences. Il y a plein de conséquences, en fait, à ça. Il y a des choses qu'on dit, bon, c'est pas grave, je vais vivre avec. Je vais pas faire de sport de combat, il n'y a pas de souci, ça va pas me manquer. Il y a des choses où voilà, c'est OK. Pour d'autres où je me dis, bon, je serais même d'améliorer ça. Parce que oui, les conséquences sont multiples. Mais déjà, effectivement, rétablir l'estime de soi, la confiance en soi, et c'est la base. C'est la base pour... du coup, avoir des relations saines aussi derrière. Oui. De dire que je mérite quelqu'un de bien dans ma vie et que non, ce genre de comportement, non, je l'accepte pas. Parce que je mérite mieux. Donc, d'où l'estime de soi et confiance en soi. Je voulais dire un truc, mais ça m'est parti, j'aurais dû le noter. Tu vois, pourquoi si je le note, il y a pour une raison. Mince, bon, ça va peut-être me revenir. Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas évoquées par rapport à ça aujourd'hui que tu aimerais rajouter? Non, pas de choses à rajouter. Plus des choses sur lesquelles insister. Oui, c'est un parcours, mais franchement, j'ai aucun regret en fait. Comme je le disais, je suis pas sûre d'avoir été... Alors, comment formuler avec les bonnes concordances des temps? Disons que j'aurais pas été fière de la Julie d'avant si elle était restée comme ça et qu'elle avait évolué de cette manière-là. Je pense pas que j'aurais été fière de moi, que j'aurais bien évolué dans la vie. Là, je l'ai vraiment pris comme une deuxième naissance, une autre partie qu'on joue et on la rejoue différemment. Et aujourd'hui, je me sens beaucoup plus forte et des expériences de vie. Du coup, j'ai beaucoup aussi travaillé sur moi. Enfin voilà, j'ai l'impression d'avoir grandi là en fait, mais beaucoup. Et d'avoir un recul sur la vie. Je suis contente d'avoir ce recul sur la vie aussi. Donc oui, certes, il y en a qui vivent des choses beaucoup plus difficiles. Mais bon, ça, on a tous conscience. Mais pour autant, chaque expérience de vie traumatisante qu'on vit reste un traumatisme, quel qu'il soit. Et il ne faut pas le minimiser ou dire c'est rien. Oh, c'est rien, c'est bon. Il n'y a pas de hiérarchisation dans les traumatismes et dans ce qu'on peut vivre, sachant que le traumatisme, c'est quelque chose de subjectif et que selon les personnes, un événement peut devenir traumatisant et selon d'autres personnes, ça ne deviendra pas traumatisant. C'est ça. Et c'est vrai que parfois, on a tendance à minimiser, mais que ce soit pour nous-mêmes ou pour les autres. Mais en fait, si la personne, c'est comme la personne, elle l'a vécu, ok, c'est à prendre en compte. Et qu'elle-même, elle puisse faire aussi son cheminement par rapport à ça. C'est ça. Et j'ai retrouvé ce que je voulais dire. Il y a cette notion d'acceptation aussi de certaines choses. Par exemple, quand tu disais tu feras plus de sport de combat ou des choses comme ça. Oui, voilà. Oui, c'est... De toute façon, après, ça n'a jamais été mon truc. Je voulais tester pour avoir un sport que je puisse extérioriser aussi. Mais le punching ball, c'est très bien. Il n'y a personne qui veut me frapper en face, c'est très bien.
Mais oui, j'accepte que effectivement, il y a certaines choses où je vais être, où ça va pas passer, où je vais être intransigeante. Je parlais du respect, et pour moi, du coup, c'est important voilà, d'être entouré de gens qui respectent qui tu es, tes propres limites, tes choix de vie, tes décisions. Pour moi, c'est du coup quelque chose qui est très important aussi. Donc, je sais que je peux être intransigeante par rapport à ça. Mais j'accepte, comme tu disais. J'accepte d'être chiante par moment, et puis zut. Oui, c'est aussi de choisir. Enfin, c'est des choses aussi que je peux répéter parfois avec les personnes que j'accompagne. C'est pas de tout changer à propos de nous, de faire tout évoluer. C'est de choisir un peu ses combats, de se dire bah voilà, ça fait partie de moi. J'accepte de l'avoir, c'est une vie de vulnérabilité, c'est quelque chose de plus difficile, mais en tout cas pour le moment, peut-être que dans le futur ça changera, j'aurai envie de travailler dessus, mais en tout cas pour le moment, voilà, j'accepte ça. Et ça joue, enfin, ça c'est aussi une partie du travail sur la confiance en soi, l'estime de soi, parce que l'estime de soi, c'est aussi accepter ses parts de vulnérabilité, ses parts d'ombre, ou ces choses un peu plus faibles entre guillemets, même si j'aime pas trop utiliser ce mot-là, mais donc c'est pour ça que je pensais à ça, sur la notion d'acceptation. Ouais, c'est ça. Et je me demandais aussi, est-ce que t'es passée par des phases de colère ou... Ouais. D'où le sport de combat, le punching ball. La colère. Après, j'avais déjà petite, j'étais assez colérique. Ok. Quand j'accompagne moi-même des personnes, j'aime bien leur dire qu'on a un vase à la naissance de colère. Des fois, quand on est, il est déjà bien rempli. Des fois moins. Je pense que je suis née avec un vase de colère déjà bien rempli. Ouais. Et donc effectivement, j'ai eu des accès de colère, donc toujours contre moi. J'avais la tendance à taper contre le mur, ou ça me prenait, c'était douloureux. Donc oui, beaucoup de colère contre sentiment d'injustice. Ouais, vraiment, c'est pas juste ce qui se passe. Colère mais beaucoup tournée contre moi encore quand même. Là, tu le sens toujours encore ? Non. Non, ok. Non. C'est passé. Encore une fois, grâce à diverses thérapies, où le but c'était d'aller bosser sur la colère, on va vider un peu tout ce qu'il y a à vider. Et, le punching ball, le fait de taper, ça m'a fait beaucoup de bien. J'en parle aussi parce que toi tu fais de la boxe et tu fais aussi des fois des thérapies, je pense, par la boxe, ou pas vraiment. Oui, si on peut faire des séances justement quand on travaille sur la colère pour extérioriser. Ouais. J'ai testé, j'avais un punching ball où donc je m'échauffais quand même au début, mais le but c'était d'y aller à fond en criant. Ouais. Alors je finissais souvent à 4 pattes par terre avec des nausées, tellement le corps en fait l'exprimait. Ouais. Mais je l'ai fait plusieurs fois et ça m'a fait un bien fou en fait. C'est ce qui me manque là en ce moment ici. J'ai plus de punching ball, mais après je sais pas si j'ai forcément encore besoin. J'écris aussi beaucoup. Ouais. J'écris, je brûle, mais ça me fait aussi beaucoup de bien pour extérioriser. On a toujours un peu de colère des fois contre certaines choses, mais oui, il y a eu beaucoup de colère. Et il en avait fait les frais aussi. Je l'avais revu peu de temps après. Il m'a remenacé et là je suis sortie de mes gonds. Je sais plus trop souvenir, mais j'ai dû le frapper un peu. Donc oui. Ouais. Ça me fait penser, j'ai eu 2 questions qui me sont venues à l'esprit. On est sur les émotions, donc je vais commencer par l'émotion qui m'est venue en tête, parce que souvent il y a l'émotion de la honte aussi qui peut surgir. Est-ce que ça c'est quelque chose que tu as ressenti Je sais pas si on peut mettre ça dans la honte. Je sais que j'ai sorti en thérapie. Je ne sais pas si on peut mettre ça dans la case de la honte, de se sentir suite au viol en fait comme une pute en fait. Je sais que c'est sorti en thérapie, je saurais pas dire comment je l'ai vécu. C'était en thérapie MDR que c'est ressorti. En fait, comme si mon corps ne m'appartenait plus, et du coup un comportement juste après cette séparation un peu. J'étais pas une pute non plus, hein. Bon, j'ai des relations pas très... voilà.
Aujourd'hui, oui, j'ai honte de ces relations-là, ou oui, une relation d'un soir, mais plus à ce niveau-là. Ok. Plus, ouais. Je sais pas comment le décrire, je sais que c'est ressorti en thérapie. Et tu dis aujourd'hui, tu le ressens toujours? Je comprends ce qui s'est passé juste après. La psy m'avait expliqué que j'avais... En fait, notre corps est un peu comme une poubelle, en fait. Enfin, on a pu... Je sais plus quel mot elle avait utilisé. Mais je comprends pourquoi. Après, voilà, c'était pas non plus... j'ai pas enchaîné ou quoi que ce soit, mais j'ai juste eu 2 comportements pas forcément qui sont en adéquation avec ce que je suis. Ok. Les relations d'un soir, c'est pas mon genre, et j'en ai eu 2, quoi. Enfin, voilà, pour résumer. Et pour moi, voilà. J'aime pas en parler. Parce que c'est pas qui je suis, c'est pas ce que je suis. Je comprends pourquoi ça s'est passé. Mais ouais, il y a juste cette honte par rapport à ça. Pas forcément par rapport aux événements en question. Mais c'est plus après comportement qu'on peut avoir. Où je sais, la psy m'a expliqué que c'était assez fréquent. Oui. C'est plus ce comportement après qu'on peut avoir. Un peu autodestructeur aussi, ou tout à fait. je m'en foutiste. Voilà. J'ai pensé aussi à la notion de porter plainte. Est-ce que c'est quelque chose auquel... Je suis allée au commissariat. Ok. J'ai demandé à déposer une main courante. Ok. Elle m'a expliqué que si le procureur, je crois, décidait que ça nécessitait des poursuites, ça serait déposé en plainte. Et je me suis dit que vu la gravité des faits, ça serait déposé en plainte. Et les circonstances personnelles ont fait que je ne voulais pas en arriver jusque-là. Ok. Voilà. Ok. Mais j'ai longtemps regretté, par moments je regrette encore. Je veux pas forcément rentrer, parce que de toute façon c'est sa parole contre la mienne. Enfin, c'est pas pour être reconnu, c'est juste que s'il recommence... Ouais. C'est plus, c'est con, c'est plus le côté altruiste en fait, de dire au moins s'il recommence, la nana elle saura qu'il y a des antécédents derrière. C'est pas tant pour moi, j'ai pas le besoin que ce soit reconnu légalement, je sais ce qui s'est passé, voilà. Pendant un moment c'était le désir aussi qu'il soit puni. Là aujourd'hui, à l'heure actuelle, 18 ans plus tard ça doit faire, c'est plus... je regrette dans le sens où voilà, s'il recommence, qu'il sache que c'est déjà arrivé et que du coup, il y ait une vraie prise en charge par la suite. Mais effectivement, j'y pense souvent si un jour, tu vois, un avocat m'appelle, machin, une plainte contre telle personne et tout, j'arrive. Ok. Ça, c'est aussi quelque... Pardon. Ah non, c'est la table. C'est aussi quelque chose qui revient sur les raisons de porter plainte. C'est souvent, comme ce que tu as évoqué, pour les personnes après, en fait. C'est souvent... Parce que faut dire la réalité aussi. J'ai vu les statistiques de dépôt de plainte pour violence. À moins de vraies marques, ce que j'aurais pu avoir lors de la dernière scène. Mais à moins de vraies marques, en fait, c'est sa parole contre la mienne. Et puis, il y a toujours des circonstances qui font que... Puis, il y a aussi cette peur de représailles aussi. Mais oui, voilà, les statistiques sont là aussi. Mais le faire... parce que voilà, si on le quitte, il va forcément trouver quelqu'un. Il va se passer la même chose. Bon, des fois, non, paraît-il. C'est aussi une dynamique entre 2 personnes. Mais en tous les cas... Puis le processus aussi judiciaire, la procédure, tout ça, psychologiquement, c'est aussi difficile. Oui. Donc en plus, quand tu sors déjà d'un moment difficile, t'as la phase de rétablissement, donc se plonger aussi dans les procédures, c'est pas... Mais je crois que c'était peut-être en 2015, donc c'était en 2007 que ça s'est passé, en 2015, j'avais eu cette envie très forte d'aller déposer plainte en fait. Mais toujours pour les mêmes raisons, je l'ai pas fait. Je vais pas m'épancher sur les raisons, mais voilà, c'est... Voilà, ça n'impactait pas que moi et... Voilà. Ça marche. Je te remercie Julie. Merci à toi. Partager ça avec nous.
J'ai une petite tradition que je commence parce que du coup tu es la première. C'est une tradition, mais voilà, ça, je faisais pas avant. Ok. pour les nouvelles. Enfin bref, tu es la première. Je vais te poser 3 petites questions. Oui. Mais c'est toi qui vas les choisir en me donnant des chiffres. Je vais me donner 3 chiffres. Et en fonction du chiffre, ce sera une question particulière pour finir aussi sur un côté des questions un peu plus légères. Oui, plus c'est bien positives. parce que là, voilà. Voilà, là je... Donc, entre 1 et 20, dis-moi 3 chiffres. 3, 6, 9. Alors, 3, 6, 9. Alors, première question. Si tu avais 2 objets de téléportation, où est-ce que tu les mettrais dans le monde? Sachant que tu peux aller que de l'un à l'autre. Entre les 2 objets de téléportation? Ouais. Ok. Ah bah, le Canada, on va en parler tout à l'heure. Ok. Canada, j'y suis pas encore allée, mais j'ai hâte d'y être. Donc, un au Canada Ouais. et l'autre? La Guyane. Ok. Pourquoi particulièrement Canada et Guyane? La Guyane, j'y suis née. Ouais. Et je sens vraiment que j'ai mes racines là-bas. Ok. Je suis pas restée, franchement, je suis restée 1 an et demi, hein, pas grand-chose, mais je sens que mes racines sont là-bas. Et Canada, ça m'a toujours fait rêver, mais dans le sens de grands espaces, de la nature, c'est la nature à perte de vue, c'est des reliefs, de la forêt, enfin, voilà, tout ce qui me... Le climat aussi, changement des saisons. J'aime beaucoup le changement des saisons. L'automne, le printemps, l'hiver, quand tout est recouvert de... Enfin voilà, pour plein de raisons. Ok. Mais oui. Super. Ensuite, tu m'as dit 6. Quel est le plus beau cadeau qu'on t'a fait? Mais c'est pas forcément un truc matériel. Pour moi, c'est pas le matériel Ouais. le plus beau cadeau. C'est une colle que tu me poses. Et je pense que... Alors, je sais que je l'ai dit à mon conjoint, là, que c'était un des plus beaux cadeaux. Mais je pense que c'est juste quelque chose qu'il a fait. Je sais plus, je crois que c'était juste une question d'attention, un petit... Plutôt dans le... Ça me fait penser au langage de l'amour, le act of service, le fait de faire c'est des ça. choses. Ouais. C'est ça. Donc ouais, il y a ça, mais effectivement, quand j'y pense, si aussi je lui ai dit aussi concrètement que c'était même le plus beau cadeau, voilà. Il m'avait offert un week-end au Puy du Fou aussi. Ok, super. Mais c'était, en fait là-dedans, il m'a effectivement offert le Puy du Fou, mais aussi il m'a offert une décharge mentale tout un week-end. Il m'a dit, je m'occupe de tout, mais aussi du planning de la journée. Et donc je crois qu'en fait c'était ça en fait, dans l'attention. Donc il y a certes le cadeau financier, mais c'était aussi surtout la décharge mentale tout le week-end où il me tenait par la main, je fais ah on va par là, ok. Et ça, voilà, je me souviens c'était ça. C'était le plus beau cadeau où je pense à rien, le temps d'un week-end et trop cool. Super. Et dernière question, la 9. C'est quand la dernière fois que tu as rigolé et c'était pourquoi? Comment te dire, je crois que c'était ce midi. Hein. pour un rien, on rigole. Enfin, j'ai un bon groupe d'amis, donc mon conjoint, des amis. J'ai envie de te dire presque tous les jours en fait. C'est pour ça que j'aime ma vie aujourd'hui, c'est parce qu'on rigole de tout, de rien. Donc ce midi, on a rigolé. Hier, certainement aussi. Enfin voilà, on plaisante. Puis sur quoi on a rigolé, c'est qu'on fait des jeux de mots à 2 balles et que ça nous fait rire en fait. Donc c'est tout. Je confirme, très très drôle. J'aime beaucoup les blagues. Voilà, des fois on prend tout au premier degré et voilà, et des fois c'est des jeux de mots, mais ouais, en fait voilà, on est beaucoup dans les jeux de mots et juste on rigole beaucoup avec ça et légèreté en fait. Super. Et bien on va finir là-dessus, sur la légèreté. Merci. Merci à toi, et puis merci aux personnes qui nous ont regardé, écouté. Et si voilà, vous avez des questions par rapport à ce qu'on a évoqué aujourd'hui, comme je disais au début, vous pouvez les poser dans les commentaires. Et Julie, tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver aussi?
Instagram, Facebook, Julie Envol, ENVOWL. Je mettrai dans la description les liens. Voilà. LinkedIn aussi, Julie Buisson. Mais oui, il ne faut pas hésiter. Voilà. J'ai tenu à faire ça aujourd'hui pour partager mon expérience. Mhm. Donc, s'il y a des questions aussi, il ne faut pas hésiter. Et, je vous dirai toutes les pratiques que j'ai testées. Oui, parce que là, on a parlé un peu de l'EMDR. On n'aurait pas eu assez de temps pour dire tout ce que j'ai testé. Mais voilà, il ne faut pas hésiter. Et, voilà, je répondrai à vos questions avec plaisir. Donc, voilà. Super. Eh bien, au plaisir. Merci beaucoup de m'avoir écoutée.